Bonjour et bienvenue et merci également de m'avoir invité à cette journée fort passionnante. Donc aujourd'hui le thème, ce qui me concerne, c'est donc l'émergence de la question de l'observateur dans l'histoire des approches systémiques. Et on voit déjà que dans le thème, dans le titre lui-même, émergence est déjà un mot en fait qui évoque la systémique, puisque c'est vraiment au cœur de la systémique. Voilà. Alors, avant de démarrer, je vais voilà, vous présenter le sommaire. Donc, d'abord une petite introduction, des petites questions. L'histoire des approches systémiques, les notions fondamentales de la systémique, la première systémique, il y en a deux, la deuxième systémique, et je parle également de la cybernétique du second ordre. Alors bien entendu, toute la question de l'observateur, elle est transversale à travers toute la présentation. Alors avant de commencer, tout le monde n'est peut-être pas familier avec ces notions de systémique, donc il y a une première question pour l'observateur. Donc maintenant spontanément, alors certains d'entre vous certainement connaissent bien entendu cette image, puisqu'elle date de 1915, a été reprise dans plein de magazines, même de psychologie, etc. Donc qu'est-ce que vous voyez? Quel est l'âge finalement de cette dame? Est-ce que c'est une jeune? Est-ce que c'est une dame plus âgée? Donc en fait, finalement, il y avait une présentation de Jean-Louis Lemoigne, qui est un des spécialistes de la modélisation des systèmes complexes, qui disait, en fait, certains voient une jeune, d'autres personnes voient une femme âgée, et on peut effectivement remarquer que, par exemple, l'œil droit de la femme âgée correspond à l'oreille de la jeune femme. Et en fait, toujours à la fin de la présentation, il y a quelqu'un qui vient le voir et qui lui dit « Mais laquelle faut-il voir des deux ?» Ce qui montre bien la question de la systémique, en fait. C'est une superposition, finalement, de possibilités ici. Voilà. Ensuite, j'ai une petite question de systémique, assez rapide, que je pense aussi la plupart d'entre vous connaissent. Donc, c'est comment joindre les 9 points en utilisant uniquement 4 segments de ligne droite, sans lever le crayon, ni bouger la feuille. Alors, tant que l'on reste dans le cadre lui-même, c'est-à-dire dans le système en quelque sorte, il n'y a pas de solution. Vous pouvez vous amuser pendant des lustres, entre guillemets, pour vous apercevoir que jamais vous n'arriverez à finalement relier les 9 points avec 4 lignes droites de cette manière. Il y aura toujours un point qui ne sera pas pris, qui ne sera pas noté. Et la solution, elle est très simple. En fait, et c'est vraiment une approche systémique, une des caractéristiques, c'est donc il faut voir le problème dans son environnement. Et effectivement, en sortant du cadre lui-même, on s'aperçoit qu'on arrive à relier avec les 4 points. Donc, alors, on peut utiliser ça comme petit test, même d'embauche, puisque ça permet de voir certains ingénieurs qui ne connaissent pas quelle est leur manière de raisonner. Maintenant, on va rentrer donc dans le vif du sujet, donc l'approche systémique. Alors, donc elle se développe aux États-Unis pour répondre en fait à des problèmes divers, donc mise au point d'instruments de guidage, modélisation, tentative de modélisation du cerveau humain et du comportement. Donc également dans des problématiques de stratégie de grandes entreprises et donc la conception et la réalisation d'ordinateurs. Donc c'est en fait c'est une approche qui englobe tous les éléments du système et donc à la fois leurs interactions, leur indépendance et également donc l'environnement. Alors ça c'est alors une première définition. Donc un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique. Donc on voit ce côté vraiment mouvant, organisé en fonction d'un but. Alors un des spécialistes, c'est Joël de Ronet, qui a très tôt perçu la pertinence de l'approche systémique. Et il y a également Jean-Louis Lemoigne qui a fait un travail remarquable, qui a écrit des livres vraiment passionnants et qui est aussi à l'origine d'une méthode de développement informatique qui a beaucoup participé à la conceptualisation. C'est la méthode, c'est en fait ce qui est Meurize, ça s'appelle, c'est un système d'organisation pour les entreprises. Donc lui, il est plus précis. Donc pour lui, un système est un objet qui, dans un environnement doté de finalité, exerce une activité,
voit bien cette notion d'action, et qui voit sa structure interne, effectivement, qui peut évoluer au fil du temps, mais en même temps, il ne perd pas son identité, qui est unique. Alors ça, c'est très important, puisque sinon, il y a une dislocation du système. Donc ça, c'est globalement, donc, première étape, donc l'approche systémique, qu'est-ce que c'est? Donc, au niveau de l'histoire, alors c'est très intéressant, on pourrait presque dire que le développement de la systémique est finalement une approche systémique elle-même. Et donc la systémique est le résultat de travaux et d'échanges de contributeurs à partir des années 1940. Donc c'est quand même pas si éloigné que ça, notamment donc dans le domaine de la cybernétique, du structuralisme et de la théorie de l'information. Alors, vous connaissez certainement la cybernétique. Donc la cybernétique, on la doit au mathématicien américain Norbert Wiener, qui est un personnage absolument extraordinaire, puisqu'il a enseigné, enfin il avait un doctorat à 21-22 ans, enfin il est vraiment très versé dans différentes disciplines, et il a donc lui créé la science de la régulation, donc dans le sens de la régulation dans des systèmes, et c'était principalement pour résoudre des problèmes de guidage, de suivi de trajectoires d'objets qui se déplacent rapidement. Et donc il a modélisé donc un système, donc il y a des entrées, il y a des sorties et ce qu'il appelle une boîte noire. Donc il y a deux possibilités. Soit on regarde l'extérieur, les entrées-sorties du système, soit on regarde ce qu'il y a dans la boîte noire pour voir et également donc décrire les relations qu'elle entretient avec l'environnement. Alors ce qui est très innovant, c'est cette fameuse boucle de rétroaction ou feedback, donc de la sortie sur l'entrée. Puisque c'est un système qui, en se rebouclant, d'une manière quand même intelligente, en fait, c'est-à-dire il faut paramétrer le système, si par exemple on fait un système de suivi ou par exemple un thermostat, de telle manière à ce que, en fixant une consigne, la sortie rebouclée sur l'entrée va finalement elle-même corriger l'erreur qui est introduite. Par exemple, vous avez un régulateur de vitesse de voiture, en fait il va y avoir l'accélération, puis il y a un capteur qui va détecter la vitesse du véhicule, et à un moment donné va renvoyer à l'entrée, donc au moteur, un signal diminuant qui permet d'abaisser la vitesse, et ainsi donc on a une fluctuation. Donc traditionnellement, les servomécanismes sont en deux types. Il y en a qui sont donc des asservissements de position. Par exemple, vous avez un télescope ou une consigne, vous allez vous mettre pile sur la consigne et vous n'allez plus bouger. Ou alors vous avez ce qu'on appelle des asservissements de vitesse qui en fait vont fluctuer autour d'une consigne. Donc par exemple, régulateur de vitesse de la voiture, vous allez être un peu plus rapide, un peu en dessous, donc on va fluctuer. Et il y a des mathématiques très intéressantes où effectivement on voit bien les démarches, les calculs, tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc ce qu'on peut dire, ce n'est plus simplement donc une causalité linéaire, entrée-sortie, mais c'est bien ce qu'on appelle une causalité donc, circulaire de cause à effet, donc non linéaire, plus complexe, où l'effet rétroagit sur la cause. Voilà. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais bon, il y a des rétroactions positives, négatives, enfin il y a plein de littérature qui serait passionnante à consulter. Donc une deuxième entrée de la systémique, qui a permis son émergence, c'est la notion de structure. Donc on voit qu'il y a trois structuralismes, donc il y a la structuralisme linguistique de Saussure, structuralisme anthropologique, Lévi-Strauss, et structuralisme psychologique, donc Gestalt théorie et Piaget. Donc dans la structuralisme linguistique, en fait, on a introduit la notion de signifiant, signifié, également le développement d'une grammaire, donc qui comporterait un ensemble de règles linguistiques universelles et qui serait le fondement de toute langue possible. Voilà, donc on voit bien cette notion de structure qui émerge, on essaie de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, les systèmes, les fonctionnements. Le structuralisme anthropologique de Lévi-Strauss, donc lui, il étudiait les sociétés donc dites primitives à la recherche d'invariants.
Donc là aussi, on voit cette notion de structure sous-jacente qui permet d'expliquer le fonctionnement d'une société. Enfin, il y a le structuralisme psychologique. Donc ça, c'est la Gestalt théorie, également Piaget, donc, qui étudie le développement de l'intelligence chez l'enfant et qui propose l'idée que l'enfant construit des structures donc, qui s'établissent par relation avec un environnement. Voilà. Et donc, troisième axe qui converge, donc, c'est bien sûr la théorie de l'information. Donc, elle a été créée par un ingénieur, Shannon, qui travaillait chez Bell, et qui, lui, voit l'information comme... Donc, c'est un message qui est envoyé via un canal, donc en fonction d'un code. Donc, on code les informations. Et il y a également dans ce canal de transmission, alors ça peut être un canal physique, comme une ligne téléphonique, mais ça peut aussi être un canal de transmission hertzien, etc. Aujourd'hui, les téléphones portables. Donc, l'information, en fait, va être encodée. Et puis ensuite, elle va être de l'autre côté reconnue, donc, afin qu'on obtienne le message du début. Alors, chez lui, ce qui est important, c'est simplement la transmission. Donc, il y a une espèce de un rapport signal sur bruit, mais il ne s'intéresse pas au contenu du message lui-même. Hein. Voilà. Donc, cette théorie, elle est applicable alors, à la transmission des signaux artificiels, mais aussi bien à la linguistique ou aussi au système nerveux. Donc on voit bien qu'on cherche avec ces approches à voir ce qu'il y a derrière et ensuite à les regrouper pour faire émerger quelque chose de plus que la somme de ces trois approches individuelles. Bien entendu, il y a d'autres contributeurs importants. Je vais passer rapidement en revue. Donc il y a von Bertalanffy qui mérite qu'on s'y arrête un tout petit peu après, personnage assez extraordinaire. Il y a McCulloch qui lui est un neuropsychiatre qui se posait des questions fondamentales du style pourquoi est-ce que le cerveau il est là, pourquoi il est dans la boîte crânienne, pourquoi cette localisation. Et donc il a participé à la théorie moderne de la création donc des automates. Et c'est le premier à avoir comparé le fonctionnement donc en réseau, des composants d'une machine au fonctionnement, celui des neurones. Et donc, il engage des travaux importants sur l'intelligence artificielle. Nous avons également Forrester. Alors, Forrester, lui, c'est un ingénieur en électronique et il développe donc plus tard une dynamique générale des systèmes où là, c'est plus de l'applicatif. Il faut le citer, il y a également une œuvre très importante. Ensuite, nous avons Herbert Simon, qui lui, quelqu'un également hors norme, si on peut dire. Donc, il a obtenu la médaille Turing en 1975, le prix Nobel d'économie en 1978. Et donc, lui, ce qu'il a développé, c'est une vision de l'organisation, de la cognition, de l'ingénierie qui est largement donc inspirée de toutes ces notions au développement desquelles il a participé. Et c'est également, donc lui, en 1956, qui a réalisé le premier système informatique d'intelligence artificielle. Donc voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, rien que sur ce qu'on vient de passer rapidement en revue, on pourrait y passer quelques heures. Alors, toutes ces personnes se sont regroupées dans des conférences presque mythiques, j'allais dire, les conférences de Massy. Donc, c'est 10 conférences entre 1946 et 1953. Et ces conférences ont permis en fait de regrouper beaucoup de personnes. Hein. Donc là, il y a une liste de personnes qui sont là plus souvent que d'autres. Donc il y avait également un flux. Donc il y a à la fois des mathématiciens, bien sûr des cybernéticiens, mais également des psychologues. Donc de différents horizons. Bien sûr, il y a également des électroniciens, il y a des neuropsychiatres, par exemple. On retrouve également des anthropologues, Margaret Mead, que vous connaissez certainement, Gregory Bateson, qui est une personne également très importante. Voilà, donc là également, ces conférences sont passionnantes, ont permis l'émergence donc de la systémique. Et alors, ce qui est également intéressant, c'est qu'il y a un secrétaire, donc à partir de 1949, donc, il
je crois, s'est occupé de faire la rédaction des 5 dernières conférences. Et c'est Heinz von Förster qui, lui, est autrichien d'origine. Donc, il est venu aux États-Unis. Et finalement, il ne parlait pas trop l'anglais. Donc, on lui dit, bah, toi, tu vas en fait faire les résumés, voilà, les notes des conférences. Comme ça, tu apprendras l'anglais. Donc, il a pris un prof particulier en vitesse et donc il s'est mis à l'anglais. On verra que c'est lui qui est à l'origine tout à l'heure de la cybernétique du second ordre. Là également, là, il y aurait beaucoup de choses à dire dessus. Et je vous invite à lire, par exemple, un livre de Jean-Pierre Dupuis, donc sur les sciences, sur les sciences cognitives, qui va plus en détail dans les conférences de Massy. Alors, ce qui est intéressant, ensuite, c'est que nous avons Bertalanffy, donc von Bertalanffy, pardon, qui lui donc a développé donc parution d'un livre assez épais, donc il s'appelle donc Théorie générale des systèmes, et c'est en 1968. Donc lui, il a fait un travail remarquable puisqu'il a travaillé, donc il a à la fois étudié donc la science des systèmes. Là, l'idée, c'est donc une analyse l'idée que l'identification et l'analyse des éléments ne suffisent pas pour comprendre une totalité. Donc, il faut encore étudier leurs relations. Et donc, il s'est mis, lui, son objectif a été de trouver un petit peu, de mettre en lumière les caractéristiques des systèmes en général. Un deuxième versant de son travail, c'est la technologie des systèmes. Donc là, c'est l'étude des propriétés hardware, on pourrait dire, et les principes de développement des softwares. Donc, il s'attaque aux problèmes techniques, notamment dans les organisations, la gestion des phénomènes sociaux, les régulations monétaires, économiques. Enfin voilà, donc il est vraiment très, très large dans ses approches. Et ensuite, un troisième volet qui est la philosophie des systèmes. Donc, pour Bertalanffy, c'est une nouvelle philosophie de la nature qui s'oppose aux lois aveugles du mécanisme. Donc, au profit d'une vision du monde comme une grande organisation. Donc c'était voilà, un de ses buts, donc de comprendre la culture aussi comme un système de valeurs dans lequel l'évolution humaine est intégrée. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer plus un petit peu dans le détail. Donc la science occidentale, bien entendu, on le sait tous, elle s'est construite sur les travaux d'Aristote. Ça a été formalisé par Descartes dans son fameux discours de la méthode en 1637 et qui a dégagé donc 4 préceptes. Et on va voir la différence, on peut comparer les préceptes de Descartes et les préceptes de l'approche systémique, ce qui permet déjà une première entrée en la matière. Donc par exemple les préceptes de Descartes, c'est donc ne considérer comme vrai que les choses certaines qu'on ne peut mettre en doute. Précepte de l'approche systémique, c'est penser que la réalité n'existe pas en soi, c'est quand même nouveau. En dehors celui qui le dénonce, donc elle est donc le reflet de ses intentions. C'est très différent. Donc Descartes, bien entendu, un de ses grands principes, on l'utilise tous si vous faites du dessin industriel ou vous avez des problèmes à résoudre, on apprenait ça à l'école. Donc on isole, on décompose. Le but c'est d'arriver à séparer les parties d'un objet considéré, donc afin de connaître dans tous ces détails. L'approche systémique, elle, au contraire, c'est plutôt dans un premier temps de tenter de recenser l'ensemble des éléments avec lesquels l'objet considéré est en relation afin de les prendre en compte. Donc Descartes également conduit ses pensées par ordre, donc il va du plus simple au plus compliqué. Bien entendu, la systémique, c'est plutôt interpréter un comportement non pas en soi, mais par rapport au projet de celui qui l'adopte. Enfin, un des préceptes, c'est tenter de tout décrire dans le but de ne rien omettre. Et bien entendu, dans une situation complexe, il est impossible de recenser tous les facteurs. Voilà. Alors, également une comparaison que j'ai trouvée intéressante. Donc, c'est Joël de Ronet qui a écrit un livre en années 1975 qui s'appelle Le macroscope, qui était vraiment très innovant. Et donc, il a fait une comparaison entre l'approche analytique et l'approche systémique. Donc, on voit bien que l'approche analytique, elle isole, elle considère la nature des interactions, elle s'appuie sur la précision des détails, elle modifie une variable à la fois, elle est indépendante de la durée,
Donc les phénomènes considérés sont réversibles. Déjà là, j'ai un réducteur. Ensuite, la validation des faits se réalise par la preuve expérimentale dans le cadre d'une théorie. Les modèles sont précis et détaillés, mais difficilement utilisables dans l'action. Une approche efficace lorsque les interactions sont linéaires et faibles. Et donc, ça a conduit à notre enseignement par discipline. Hein. Donc, on sépare, voilà, comme ça, on maîtrise un petit bout à la fois. Et bon, c'est une approche qui est intéressante, effectivement, qui a fait ses preuves aussi. Et donc, on conduit à une action programmée dans son détail. Et donc, les connaissances des détails, mais les buts sont mal définis. Alors, donc, l'approche analytique qui, elle, isole, est contraire quelque part de l'approche systémique qui, elle, relie. Donc, elle se concentre sur les interactions entre les éléments, elle considère les effets des interactions, elle intègre la durée et l'irréversibilité, elle conduit à un enseignement pluridisciplinaire, ce qu'on voit de plus en plus, et également, là, je vous invite à lire les livres d'Edgar Morin, qui vraiment montre la nécessité aujourd'hui d'avoir pensée globale, voilà, l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité. Également, donc, on conduit à une action par objectif. Voilà, donc, je vous invite à regarder dans le détail. Ensuite, nous avons donc une comparaison. Le Kouritsky, donc la démarche analytique et la démarche systémique, on voit bien que la démarche analytique, c'est donc une logique binaire disjonctive, alors que la démarche systémique, c'est une logique ternaire conjonctive. On voit bien la différence entre une causalité linéaire et une causalité circulaire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la démarche analytique, elle est surtout orientée passé-présent, alors que la démarche systémique est orientée présent-futur. D'où ces notions et ces idées de vouloir utiliser la systémique pour de la prospective, pour des approches globales, comprendre comment ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment le cœur. Là, on voit vraiment un peu les différences. Et donc, également, un autre point très important, parce qu'on raisonne souvent comme ça, pour résoudre un problème, en fait, on s'attache d'abord à connaître les causes. Alors que, par exemple, dans l'approche systémique, pour résoudre un problème, il faut d'abord donc clarifier les objectifs à atteindre. Voilà, donc il y a également d'autres comparaisons, on ne va pas rentrer trop dans le détail. Donc les concepts systémiques, il y a quatre concepts principaux, donc c'est la globalité, l'interaction, l'organisation et la complexité. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce que ça nous amènerait trop loin, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'un système est un ensemble d'éléments, mais il n'en est pas juste une juxtaposition. Le tout est plus que la somme des parties, et donc introduit le phénomène d'émergence. Voilà. Des propriétés apparaissent au niveau global, qui ne se déduisent pas des propriétés des éléments pris individuellement. Nous avons également l'interaction, donc la notion de causalité non linéaire. Nous avons l'organisation, ça c'est un concept central pour comprendre ce qu'est un système. Donc l'organisation, c'est l'agencement d'une totalité en fonction de la répartition de ces éléments au niveau hiérarchique. Donc là, pour également rentrer dans le détail, je vous invite peut-être lors tour de table, on peut rentrer dans toutes ces considérations-là. Également, un dernier concept très important, bien entendu, c'est la complexité. Donc la complexité d'un système tient au moins à trois facteurs, donc le degré élevé d'organisation, l'incertitude de l'environnement et la difficulté, presque l'impossibilité, donc d'identifier tous les éléments afin de comprendre toutes les relations en jeu. Pardon. Alors, on va décrire un système et les caractéristiques. Donc il y a un aspect structurel, donc avec une limite, une frontière qui sépare les éléments de l'environnement. Il y a également donc, les éléments qui sont les parties constituants, ainsi que des réseaux de relations. Et il y a également ce qu'on appelle des stocks, c'est-à-dire une partie d'éléments qui sont là, qui peuvent servir à gérer, disons, on va dire, l'évolution. Également un aspect fonctionnel, donc, où les centres de décision organisent les réseaux de relations, coordonnent les flux, gèrent les stocks, des boucles de rétroaction et des flux donc, de matériaux, d'énergie et d'informations. Alors,
Donc, point très important également, donc c'est une notion de conservation. Donc, le système recherche donc la recherche d'un état constant. Par exemple, on le voit très bien dans les systèmes cybernétiques, les asservissements. Et pour les organismes vivants, c'est l'homéostasie. Donc, l'état constant est orienté vers un optimum. L'homéostasie, donc, effectivement, c'est se maintenir dans un état constant, bien que l'environnement fluctue. Par exemple, température, 37 degrés, l'organisme, peu importe ce qu'il y a autour, tant qu'il peut, il régule sa température. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que l'homéostasie, donc c'est un processus complexe, autonome d'autorégulation, qui implique un renouvellement des éléments et une réorganisation structurelle. Donc, alors, un autre point très important, c'est la redondance. Donc ça, c'est la polyvalence, potentialité, les activités, les variétés, les niveaux de changement possibles. Donc on voit qu'il y a deux système ouvert et fermé. Un système ouvert échange avec l'environnement, énergie, matière et information. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ici vous avez un petit tableau synthétique. Donc il y a des typologies des systèmes. Donc il y en a un qui est de Le Sourn et un autre qui est de Jean-Louis Lemoigne. Donc je passe assez rapidement. Voilà. Alors ce qui est intéressant chez Lemoigne, donc lui il sépare les systèmes machines, les systèmes vivants avec la mémorisation et les systèmes humains et sociaux, donc avec l'apparition de l'intelligence ou la capacité à traiter des informations symboliques. Là aussi, il est très facile d'y passer 1 heure. Donc il y a une définition de la systémique qui est sous la forme d'un schéma qui a été fait par le Collège de France. Voilà, donc, pas rentrer dans le détail. Donc, donc les outils systémiques, c'est les raisonnements analogiques, l'aide à la décision, la combinatoire, les probabilités, les représentations graphiques et la modélisation. Donc la modélisation, on voit qu'elle est en quatre étapes. Donc il y a un premier module, c'est définir le projet. Un deuxième module, c'est dessiner le modèle, étudier le comportement du modèle et enfin utiliser le modèle. Les domaines d'application sont très nombreux. Donc c'est les sciences de la vie de la Terre, l'économie, les consciences stratégie, les sciences cognitives, les réseaux de communication, l'informatique, l'IA, la robotique. Alors, donc la première systémique, c'est les systèmes observés. Là, on voit que l'observateur, finalement, il est à l'extérieur. Le système est observable de l'extérieur. C'est un système fermé, stable, et donc il y a la notion d'homéostasie. Et dans la construction des systèmes, on voit bien que c'est l'observateur modélisateur qui fixe les finalités du système. Cependant, l'étude des systèmes vivants, des organisations sociales ou des rapports même patient-thérapeute nécessite une évolution de l'approche systémique. Donc, ce qu'on a vu, ça c'est dans les années 50, les années 70, il y avait déjà beaucoup de boulot, mais en même temps, les gens, lors des conférences, lors des rencontres, se sont posés des questions donc, notamment par rapport à l'observateur, quel est son impact. On voit déjà qu'il y a un impact de l'observateur en mécanique quantique. On en voit même de manière plus triviale, lorsque vous gonflez un pneu, vous voyez bien qu'il y a lorsque vous mesurez la pression, vous perdez un peu de pression, vous ne la connaissez pas vraiment. Pareil avec la lumière, pour voir un objet, il faut de la lumière, donc l'observateur influe, les instruments influent. Donc la deuxième systémique, c'est la systémie, donc c'est les systèmes complexes. Ce sont des systèmes ouverts qui échangent la matière, de l'énergie, de l'information avec l'environnement. Il y a 2 concepts, donc communication et auto-organisation, qui sont nouveaux par rapport à la première systémique. L'observateur, il est pris en compte dans le système, et les systèmes surtout sont capables de s'adapter, de se transformer, de se réorganiser eux-mêmes. Donc on dit qu'ils sont auto-finalisés. Là, on a un ensemble de systèmes complexes où on voit donc c'est le système territoire, où on voit que c'est un système complexe dont la dynamique résulte de boucles de rétroaction qui lient donc un ensemble d'acteurs, l'espace géographique qu'ils utilisent, qu'ils aménagent et qu'ils gèrent. Donc on voit par exemple des acteurs aussi qui, eux, font partie de plusieurs systèmes. Voilà, donc aujourd'hui, l'aménagement territoire utilise les approches systémiques. Et il y a un livre très intéressant qui s'appelle « Le territoire, comment observer un système complexe ». Alors, on a donc la cybernétique du second ordre,
Il faut toucher un mot. Parce que c'est vraiment important. Donc, à un moment donné, von Förster s'est intéressé vraiment à la question de l'observateur. Donc, la cybernétique du premier ordre, c'est la cybernétique des systèmes observants. La cybernétique du second ordre, des systèmes cybernétique du premier ordre, c'est la cybernétique des systèmes observés. Cybernétique du second ordre, c'est la cybernétique des systèmes observants. Pour von Förster, le réel n'existe pas en soi. Il est conçu par un observateur, donc qui est co-créateur du réel. Et donc, il propose de questionner les postulats sous-jacents de l'observateur. Et pour lui, une description d'un système est toujours la description d'un observateur. Alors, pour conclure, quelles sont les principales approches systémiques et les évolutions, également par rapport à l'observateur, donc cette question de l'observateur qui a émergé. Donc, la première systémique, l'observateur est à l'extérieur, on étudie le système, on se pose des questions quand même parce que par rapport à l'étude des systèmes sociaux, relations thérapeutes, ou même l'aménagement de territoire, en fait, cette systémique ne permet pas, parce qu'elle ne prend pas en compte l'observateur, de modéliser, de comprendre ces systèmes. D'où est née la deuxième systémique, qui a d'ailleurs donné lieu à tous les travaux de l'école Palo Alto sur les thérapies systémiques familiales, où on voit bien que le thérapeute influe. Il y a même une supervision par un autre thérapeute qui observe les interactions entre le thérapeute et finalement le patient. La cybernétique du second ordre de von Förster, en fait, effectivement, elle rejoint la deuxième systémique au niveau épistémologique, puisqu'elle pose des questions sur l'observateur. Il faut également noter les travaux remarquables de l'auto-organisation par le bruit de Henri Atlan. Bien entendu, il faut parler de la complexité, donc la méthode d'Edgar Morin, qui a démarré l'aventure, il y a un livre qui s'appelle L'aventure de la méthode en 1975, continue toujours, et bien sûr la notion d'autopoïésis, donc d'auto-organisation de Maturana et de Valera en 1980. Également, travailler sur ces notions d'émergence, d'interaction entre l'observateur, entre le système observé. On s'est rendu de plus en plus compte que pour modéliser, l'observateur influe et donc fait part du système. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'était rapide, j'aurais bien aimé bien entendu parler davantage, rentrer plus en détail parce que le sujet est vraiment passionnant. Il est toujours d'actualité, il y a des travaux en cours aujourd'hui dans le domaine de l'entreprise, dans plein de domaines. L'approche systémique, parfois on l'appelle autrement, mais elle est quelque part, elle est là en filigrane. Merci. Donc, je ne sais pas si vous avez assez de temps pour des questions, peut-être tout à l'heure. Si on prend les questions maintenant ou si on les regroupe après ton intervention. Enfin, ce qui était prévu, c'était le tour de table. On peut faire question de précision et ensuite juste question de précision après l'intervention, puis question globale. Oui. Oui, c'est une bonne idée parce que effectivement, je suis passé assez rapidement sur certaines notions. J'avais plein de choses, vous l'avez vu, mais en une demi-heure, condenser un travail qui a débuté. Norbert Wiener, il a commencé en 1915, Bertrand Lanfy en 1920, vous voyez, donc voilà, ça fait. La systémique, elle est centenaire, on peut dire. Voilà. Merci. Oui. Donc, des questions de précision. Moi, j'aurais une question. Merci déjà de nous exposer. Oui, pardon, oui. Alors, ma question de précision concerne le comparatif entre machine et humain. Quand tu as dit qu'il y avait une différence sur la question de la mémorisation, est-ce que tu peux préciser un petit peu les spécificités de mémorisation quand on compare le système machine et le système humain? Dans la typologie de Lemoigne ? Oui. Oui, en fait, les ordinateurs, ils ont une mémoire, on va dire, plus localisée à laquelle on accède. Donc, à un moment donné, les systèmes, lorsqu'on les complexifie, on voit apparaître une notion
de localisation de la mémoire, alors que dans certains systèmes complexes, naturels, par exemple la fourmilière, il y a de la mémoire quelque part, le système il fonctionne, hein, mais elle n'est pas localisée, hein, elle n'est pas dans une fourmi ou à un endroit. Dans le cerveau humain, pareil, les neurones, en fait, la mémorisation, c'est ce qu'on appelle une mémoire distribuée. Par rapport à l'approche des machines qui, elles, ont une mémoire, par exemple un ordinateur, vous avez une mémoire programme, vous avez une mémoire vive où sont stockées les données, et donc un pointeur de programme qu'on appelle PC, lui va en fait analyser les instructions à faire et va stocker des données intermédiaires dans des zones mémoire et va les récupérer. Voilà, donc c'est vrai que le comparatif entre machine et fonctionnement humain, on a vu, certains l'ont fait, hein, mais également là, on remet en question les fonctionnements, les modélisations. Voilà. Pardon. Pour aller dans le sens de la question qui a été posée, est-ce qu'on pourrait dire que du coup, dans le système de mémorisation distribuée, on est dans un phénomène finalement d'émergence, c'est-à-dire que la mémoire est émergente à travers les interactions et l'emmagasinement de comportements ou de spécificité des éléments qui font que du coup, comme ils ont développé ça, les réponses au système ou aux informations sera codées par ça et donc génère finalement une mémoire émergente de cet ensemble. Oui, tout à fait. Par exemple, si on prend une colonie de fourmis, en fait, la mémoire, comment elle se constitue, comment les fourmis font le passage, en fait, elle laisse des traces phéromoniques à certains endroits. Et là, plus les fourmis passent à cet endroit-là, plus ils laissent de traces. Et donc, finalement, le réseau va, donc la mémoire, la structure, va en fait émerger comme ça, par le passage des fourmis elles-mêmes. Si à un moment donné, il n'y a plus rien, les fourmis vont moins y aller. Du coup, la mémoire, la trace phéromonique va finalement disparaître au bout d'un certain temps. Donc là, on peut parler effectivement de mémoire non locale, distribuée, répartie, alors que dans un fonctionnement artificiel, vous avez la mémoire qui est localisée à tel endroit. Le cerveau également, on pense de plus en plus que il n'y a pas un neurone qui va coder le souvenir de la Madeleine de Proust, par exemple. C'est un fonctionnement, effectivement, merci. C'est un fonctionnement qui est émergent dans certains cas, qu'on commence à étudier de plus en plus. Tout à fait. D'ailleurs, dans notre groupe, nous travaillons également à cette question de la localisation de la mémoire dans les systèmes complexes. Voilà. Il y aurait effectivement beaucoup à dire sur cette approche. La typologie de Lemoigne, elle est vraiment très riche. Voilà. Merci. Merci.